Ok, donc aujourd'hui, on va parler du cours Introduction, singularité de l'approche en SE, mesure de l'exposome et son impact. C'est un de mes cours les plus longs au niveau de la santé environnementale, mais globalement, c'est pas un cours compliqué et encore une fois, c'est assez facile à comprendre, juste il est un peu long, donc il y a un peu plus de choses à savoir et c'est pour ça qu'il faut le commencer plus tôt, mais rien de bien compliqué. Ok, donc ici on voit le sommaire. Il paraît très condensé et long, mais globalement, encore une fois, ça va. Juste, il y a plein de petites parties, donc ça ira. Donc, on va commencer par le grand 1, qui est l'introduction, et on va commencer notamment par l'histoire de la santé environnementale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé environnementale, elle n'est pas tombée nulle part. Déjà, en 1999, l'Organisation mondiale de la santé déclarait lors de la conférence ministérielle santé et environnement que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Donc déjà, on remarquait que l'environnement et la santé environnementale, c'était vraiment quelque chose central. Il faut savoir déjà que quand euh, l'être humain est arrivé sur la Terre, euh, on a complètement changé l'environnement dans lequel on vivait. Donc, on s'est adapté, on a mis notre empreinte humaine pour notre bien-être, mais en même temps, on a complètement modifié les panoramas de la planète. Sauf que, en changeant l'environnement, on a aussi changé notre état de santé. Donc, d'un côté positif, on a gagné en conditions de santé, dans le sens où on a une plus grande espérance de vie. Cependant, on a aussi développé des nouvelles pathologies, notamment respiratoires, avec tout ce qui est l'asthme et les allergies, mais aussi euh, on a de plus en plus de cancers, puisqu'on s'expose de plus en plus à des pathologies néoplasiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il s'adapte. Euh, en changeant notre environnement, on s'est adapté. Et donc, on a changé notre environnement, mais au final, en le changeant, on peut soit le détruire, mais on peut aussi l'améliorer. Ok, donc on va maintenant parler de la définition de la santé environnementale. Donc ici, j'ai rien à rajouter par rapport au cours. Donc du coup, on nous dit juste que d'après l'OMS, la santé environnementale comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques. On en a donc fini avec l'introduction et donc maintenant on passe au grand 2 avec quels sont les produits qui pourraient avoir un impact sur notre environnement. Donc l'OMS a établi un classement. On commence du coup par les facteurs chimiques. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on est une génération des produits chimiques, puisque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les industriels produisent énormément de produits chimiques de manière excessive. Et notamment dans le facteur chimique, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, qui sont une cible de nos jours qu'on essaie de limiter. En deuxième place, on retrouve les facteurs biologiques, qui sont ceux qui ont vraiment fait émerger le concept de santé environnementale, avec tout ce qui est maladies infectieuses qu'on a commencé à étudier très tôt. Puis, on retrouve les facteurs sociétaux. Ces facteurs sociétaux, ils sont assez difficiles à identifier, mais globalement, ça va surtout être des grands états de stress, donc ça peut être la guerre, des catastrophes naturelles, etc. Et pour finir, on a les facteurs physiques qui concernent surtout les UV et les rayons infrarouges. On passe du coup maintenant au grand 3 qui est la révolution industrielle. Et donc la révolution industrielle, elle a eu lieu en 1750 et elle est souvent utilisée comme exemple de changement drastique dans l'évolution humaine. Mais on a une autre révolution qui a eu lieu, qui est la révolution chimique, qui a eu lieu en 1950 et qui a introduit énormément de produits chimiques. Sauf que certains étaient nocifs pour la santé et donc on a trois exemples. Donc on va commencer notamment par les pesticides qui ont notamment dans les années 50 avec
le DDT, qui était le chef de file du coup de ces pesticides, qui a été inventé depuis un peu plus de 100 ans et qui était utilisé dans la lutte contre les moustiques, sauf que il a une demi-vie de plus de 10 ans. Donc quand on est rentré en contact avec lui, il reste dans notre corps plus de 40 ans. À la fin, on s'est rendu compte que c'était nocif, et pourtant, il y a encore certains pays qui l'utilisent. On retrouve aussi du coup le bisphénol A et les phtalates. Euh, Lorsqu'on parle du bisphénol, du coup, on pense à la génération plastique dont on fait partie. C'est la génération plastique Tupperware. Parce que à l'époque, tous les contenants en plastique, ils étaient faits à partir de bisphénol A, et tous les phtalates, c'était pour faire les jouets des enfants. Donc, à force, on s'est énormément contaminé au bisphénol, et un peu moins qu'il y a quelques années, mais donc on a quand même été en contact avec, et après on s'est rendu compte que c'était toxique. Au final, on a le plomb, auquel on est encore exposé dans certains cas, notamment dans les villes plus défavorisées, etc. Dans les quartiers plus défavorisés plutôt. Le problème du plomb, c'est que ça donne des tableaux de saturnisme qui donnent des troubles neurologiques très sévères. Et le plomb, il était vraiment très présent dans les peintures à la fin des années 80. Et donc, quand ça s'écaillait, eh ben, on entrait en contact avec ce produit. Et donc, on passe maintenant au grand 4, Jon Snow et le choléra. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Jon Snow, c'est un chercheur qui travaillait sur les maladies infectieuses en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, il y avait énormément d'épidémies de choléra, notamment à Londres, ce qui faisait que l'espérance de vie, elle était autour de 45 ans. Du coup, Jon Snow, il a voulu essayer de comprendre pourquoi il y avait autant d'épidémies de choléra en Grande-Bretagne. Et donc, il s'est penché notamment sur le cas de Londres, et il fallait savoir que à Londres, l'eau elle était captée à différents points de la ville. Donc, il a fait une cartographie et il a réussi à voir que l'incidence du choléra par rapport à la valeur prédite à certains endroits de distribution d'eau était beaucoup plus élevée. Donc, grâce à ça, il a réussi à mettre en évidence que la contamination du choléra se faisait par l'eau, et après, ils ont réussi à trouver la bactérie. Donc, on va maintenant parler du smog de Londres, qui a eu lieu pendant l'hiver de 1952. Le smog de Londres, c'était un brouillard qui a recouvert Londres pendant plusieurs mois consécutifs et qui a causé une surmortalité extrême avec des patients avec une atteinte surtout au niveau pulmonaire. Donc, les médecins de l'époque, ils ont suspecté un épisode de pollution atmosphérique extrême. Au final, ce brouillard, il était extrêmement irritant en raison de la présence de dioxyde de soufre qui provenait des usines aux alentours et du climat, ce qui fait que Londres a été plongé dans ce brouillard pendant plus d'1 an. Ok, donc on va maintenant s'intéresser aux épisodes aigus avec des impacts sanitaires forts. Donc on commence par l'accident de Minamata, qui est le premier épisode extrêmement grave. Donc l'accident de Minamata, c'est quand on a déversé du mercure de manière massive sur la périphérie, et ce qui a causé énormément de cas de contamination au mercure, ce qui fait qu'on a eu énormément de cas d'hydrargyrisme, donc énormément de troubles neurologiques qui sont très graves. Puis on passe du coup aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima. On va commencer par Tchernobyl. Tchernobyl, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a causé énormément de problèmes. Donc déjà, dans un premier temps, il y a eu la problématique de la sécurité des sites nucléaires. Puis on a aussi eu la gestion de crise, puisque ça a énormément touché la ville et les alentours. On retrouve notamment deux phénomènes. Donc, l'effet stochastique, c'est-à-dire sur le court terme. En effet, avec une telle dose d'irradiation, il y a eu énormément de pathologies quasi immédiates ou à court terme qu'il fallait gérer. Et il y a aussi eu du coup l'effet aléatoire, donc sur le long terme, c'est-à-dire que 20 ans à 30 ans après, on avait des cas qui apparaissaient à cause de cette irradiation, à cause de Tchernobyl. Puis, au final, on a aussi la problématique politique, puisque ils avaient annoncé
que le nuage s'arrêterait à la frontière franco-allemande, sauf qu'au final, le nuage il a touché la totalité du globe, ce qui fait que au final, tout le monde a été exposé à des petites doses de césium. On passe maintenant à Fukushima. Le plus important à savoir de Fukushima, c'est que grâce aux connaissances que Tchernobyl nous avait fournies, Fukushima a été beaucoup plus surveillé que Tchernobyl et a été du coup mieux géré. Donc on continue avec les épisodes aigus avec des impacts sanitaires forts. Donc on commence avec l'accident de Seveso de 1976, qui est un site chimique qui a explosé. Les produits chimiques, suite à l'explosion, ont brûlé et ont libéré de la dioxine dans l'air. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dioxine, c'est un produit cancérigène. Donc, ce qu'il faut retenir dans cet accident de Seveso, c'est que dans tous les accidents de dioxine, déjà, on va avoir de base la contamination aiguë en dioxine, mais du coup, on va aussi avoir des leucémies aiguës, des anomalies rénales avec notamment de l'insuffisance rénale, et des lésions cutanées gravissimes qu'on appelle la chloracné. Donc au final, cet accident Seveso, il donne et une atteinte carcinologique, mais aussi une atteinte métabolique. Donc on s'est rendu compte que ces accidents Seveso, ils sont très graves. On en a eu d'autres, notamment du coup les accidents de type Seveso, on a eu en France, avec l'usine AZF à Toulouse. Du coup, à cause de tous ces accidents qu'on a pu relever et qui étaient graves, on a créé la classification Seveso. Donc, on va retrouver tous les sites qui produisent de la dioxine ou qui sont possiblement sujets à évacuer de la dioxine. Et du coup, on va les surveiller de manière très proche pour éviter d'autres accidents aussi graves. On va donc maintenant s'intéresser aux médicaments avec un impact sanitaire fort. Donc on va commencer par le thalidomide, qui est le premier accident médicamenteux qui a eu lieu. Donc le thalidomide, c'était un médicament qui était utilisé pour calmer les nausées de grossesse, sauf qu'on s'est rendu compte que ça a provoqué des malformations des membres, qu'on appelle des phocomélies, c'est-à-dire des agénésies de développement des membres. Donc on se retrouve avec des personnes qui ont par exemple des tout petits bras. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que actuellement, le thalidomide, il est toujours utilisé dans des indications anticarcinologiques, notamment dans les pathologies hématologiques graves cancéreuses, sauf que pour des raisons de sécurité, c'est disponible seulement en pharmacie hospitalière et il faut s'assurer que les femmes qui devront en prendre ne soient pas en projet de grossesse. Puis on va passer du coup au distilbène. Le distilbène, c'est une molécule qui a été très utilisée jusque dans les années 1960 et 1970 et c'était utilisé pour prévenir le risque de fausse couche, notamment chez les femmes qui en avaient beaucoup. Donc le distilbène, c'est un œstrogène de synthèse, sauf que on s'est rendu compte que à force, ça créait des malformations chez les enfants qui naissaient de ces grossesses. Et donc par exemple, chez les petites filles, on avait des malformations utérines, des cancers du vagin qui étaient des lésions typiques du distilbène, et il y avait aussi une diminution de leur fertilité. Et chez les petits garçons, on avait du coup des cryptorchidies, des anomalies de positionnement de l'urètre et aussi une infertilité. Pour finir, il y a aussi eu la dépakine, qui était du coup un anti-épileptique et qu'on disait que c'était le médicament le moins dangereux pour la grossesse en cas d'épilepsie. Sauf que au final, on a remarqué que ça donnait des malformations et du coup, ça a fait un scandale il y a 2 ans. Et donc maintenant, on va voir comment on détermine la relation dose-réponse. On va commencer du coup par la modélisation classique qu'on a vu notamment en pharmaco, qui dit que la dose fait le poison, qui est la devise de Paracels. Donc si on augmente la dose, forcément ça va devenir plus toxique. On a aussi du coup l'effet seuil qui dit que jusqu'à une certaine dose, on n'aura pas d'effet, et si on la dépasse, ça devient toxique. L'autre modélisation qu'on va voir, c'est la modélisation non monotone, qu'on a pu voir en physio, notamment avec du coup les récepteurs adrénergiques. Donc
quand on va saturer les récepteurs, ils vont s'internaliser pour que le système cardiovasculaire ne s'emballe pas. Et s'il n'y a pas assez d'adrénaline, alors on va avoir plus de récepteurs qui vont aller à la surface du myocyte pour que ça continue de marcher. Donc, cette modélisation non monotone, elle marche pour toutes les hormones et on retrouve du coup 3 courbes, donc soit en U, qui est la première, soit en U inversé, qui est la deuxième, ou en M ou W, qui est la troisième, mais qu'on voit moins souvent. Donc on a l'exemple des œstrogènes qui ont eux une courbe en U inversée. Donc quand on n'aura pas assez d'œstrogènes, donc une carence œstrogénique, ça va se manifester par des bouffées de chaleur ou des troubles trophiques. Et si par exemple on a trop d'œstrogènes, ben alors du coup ça va se manifester par une tension mammaire, puis les récepteurs ils vont se saturer et donc on n'aura plus de signes. Et donc, toujours sur comment on détermine la relation dose-réponse, on a 2 doses à connaître qui sont la LOAEL, qui est la dose la plus faible pour laquelle vous allez encore observer un effet, et la NOAEL, qui est la dose en dessous de laquelle vous n'aurez plus d'effet du tout. Ces 2 doses, on va les déterminer grâce à l'expérimentation animale, et ce qu'on dit, c'est que pour protéger l'espèce humaine, on l'expose à une dose 100 fois inférieure à la dose déterminée dans l'expérimentation animale. On va du coup maintenant voir comment mesurer l'impact de l'environnement sur notre état de santé et on va commencer par voir quelles sont les 3 principales sources de contamination. Donc, on commence par le poumon qui a une surface de 140 m² et avec lequel on se contamine principalement à travers l'air et les aérosols. Puis on a du coup le tube digestif avec une surface de 200 m², avec lequel on se contamine à travers l'eau et tous les aliments qu'on consomme. Et pour finir, on a la peau qui a une surface de 2 m², et sur la peau, on va avoir du coup des agressions de l'air, de l'eau, quand on se baigne, et aussi des produits cosmétiques et les agents physiques. Donc, pour continuer sur la question de comment on va pouvoir mesurer l'impact qu'a l'environnement sur notre santé, on va d'abord regarder notre lieu de vie. Donc, en effet, selon si on habite en ville ou en campagne, la pollution ne sera pas la même. Par contre, le prof dit bien que habiter en campagne, c'est pas forcément mieux, dans le sens où il y a beaucoup moins de surveillance des pics de pollution, donc on est toujours sujet à la pollution en campagne. Il y a aussi le mode de vie qui a un impact important, et le mode de vie, c'est quelque chose qui va pouvoir être changé que par soi-même. Donc, en fonction de ce qu'on fait, la pollution sera différente. Donc, on va maintenant s'intéresser à la dose interne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition de la dose interne, elle est très difficile à mesurer parce qu'il faut déjà connaître la dose externe et en plus, les polluants, ils sont rapidement métabolisés parce qu'on veut les éliminer. Donc, l'élimination des polluants, elle passe par les fesses, les urines, et une autre partie, elle va être stockée dans le tissu adipeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est stocké dans le tissu adipeux, on se protège des contaminations, mais si on va maigrir, tous les produits toxiques vont passer dans le sang, et du coup, on va pouvoir s'intoxiquer. Du coup, maintenant, on va voir comment on retrouve la concentration à l'organe cible. Donc en fait, en réalité, dans le cours, le prof va vous donner une équation, mais qu'il ne faut pas apprendre puisqu'elle est trop compliquée. On va donc s'intéresser à la problématique du placenta, puisque on a longtemps cru que le placenta c'était une barrière pour les polluants, et donc ça représentait pas de danger pour le fœtus. Mais en réalité, on a récemment découvert que le placenta c'est un accélérateur des molécules, et en plus, il n'y a pas de retour vers la mer pour les polluants, donc en fait on va avoir une intoxication progressive. On va maintenant s'intéresser aux effets sur la santé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un événement dans notre vie, on ne va pas tout de suite développer la pathologie. Ça va plutôt être l'action répétée de petites doses à travers le temps qui va déclencher les pathologies, sauf si on est vraiment exposé à une dose extrême. Par exemple, on a un accident avec de la dépakine. C'était une usine qui, lors d'un accident, a rejeté dans l'eau de 2 départements de la dépakine, ce qui a contaminé la population. Et c'était surtout les enfants qui étaient contaminés parce que quand ils étaient dans le ventre de leur mère et que leur mère buvait l'eau qui était
contaminés, ils ont été au contact de, du coup, la dépakine. Et du coup, on a retrouvé des malformations, mais à cause de notre culture anti-registre, on n'a pas vraiment fait le lien entre les deux. Et au final, c'est quand on a eu du coup les premières malformations à cause du médicament, qu'on a pu faire le lien entre ces deux événements et qu'on a compris enfin pourquoi il y avait eu ces malformations. On va donc maintenant s'intéresser à comment on mesure et évalue l'exposition du coup aux polluants. Donc d'abord, on a la mesure populationnelle qu'on va faire à travers des capteurs de pollution atmosphérique. Puis au niveau de la mesure individuelle, on a plusieurs choix. Donc soit un dosimètre, on peut aussi utiliser un bracelet qui mesure la contamination en polluants au cours de la journée. Et sinon, on a aussi le dosage sanguin, mais c'est très complexe et ça reflète pas vraiment la vraie contamination puisqu'elle mesure seulement un instant T. Pour finir, on a aussi les questionnaires épidémiologiques, mais il faut rester très critique parce que les gens vont pas forcément bien répondre, etc. Du coup, voilà, c'est la fin du cours. C'était pas vraiment compliqué, mais c'est un peu long et il y a pas mal de choses à savoir, mais avec le temps, ça ira.